Allez, de retour dans cette émission, je l'ai dit à l'introduction, on parle du chômage des jeunes et on va aborder, mesdames, messieurs, le prisme des solutions pour lutter contre la précarité de l'emploi au Cameroun. Ce thème vise à explorer les causes profondes du chômage des jeunes au Cameroun et à réfléchir aux différentes stratégies qui pourraient être mises en place pour y remédier, tout simplement. Il s'agit donc d'analyser le rôle de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat, des politiques publiques, du secteur privé et naturellement de l'innovation dans la création d'emplois durables. L'objectif est de mettre en lumière des pistes de solutions réalistes et adaptées au contexte camerounais afin de transformer cette jeunesse pouvant très souvent, mesdames, messieurs, marginalisée malheureusement, pourtant étant un levier de croissance et de développement pour notre pays. Pour épiloguer finalement autour de cette thématique, il est avec nous en studio, Alpha, mesdames, messieurs, qui fait son entrée. Normalement, on a prévu une chanson bien spécifique pour toi, mais malheureusement, la circonstance ne se prête pas à l'occasion. Bienvenue Alpha, comment tu vas? Je vais super bien, Servais, et toi? Ça va très bien. Bonjour chers auditeurs, bonjour Monsieur Mona et bonjour au Digital College. C'est un plaisir de vous voir chez nous aujourd'hui et j'espère que tout se passe bien. Alors Alpha, comment tu vas ce matin? Ah, il y a la forme, et toi? Ah, ça va, merci, ça va bien, merci. Par la grâce de Dieu. Et comment tu as dormi? Ah, je dors toujours bien, c'est la chance d'être marié. Ah, ça? On dit seulement même prière, non? Tu sais, tu peux nous épargner les détails aussi. Surtout pas. Alors, important de te présenter. Certainement, tu as déjà fait la connaissance de la fille qui est avec nous, la seule, tu vois. Il n'y a pas de discrimination, c'est 50-50, tu vois. Il y a même nombre de garçons, même nombre de filles sur ce plateau. Ouais. Qui dit le contraire? Personne, heureusement, dictature. T'imagines, elle arrivait vraiment au bureau. Ah bon? Un truc de malade. Ouais. Elle est plutôt assidue. J'espère que tout va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Il faut continuer comme ça, c'est une bonne chose. Tu sais, moi-même, je suis arrivé avant toi au bureau. C'est rare, ça. D'accord. Normalement, ça doit vous fouetter. Hein. Ouais, quelque part. C'est pas normal. Pas du tout. Alors, tu as fait la connaissance de Francine. Je te présente également Gabriel. Enchanté, Gabriel. Bonjour, Alpha. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Bah, très impatient de commencer. Hein. Il t'a donné 2-3 techniques? Non, c'est plutôt moi qui lui ai filé 2-3 tuyaux. Il faut ça. Il a besoin d'un petit recyclage quelque part. C'est dans le moment comme ça qu'il faut applaudir finalement. Tu vois, on a Brice, maintenant on a même un public qui applaudit. Ah, c'est super. Ouais, c'est ça en fait. Je me sens comme Onana en plein match. Non, c'est vrai que là, c'est pas toi qu'on applaudissait, c'était Jason. Bon, Jason, finalement, qui est avec nous également. Jason, bonjour. Bonjour. Bon, Alpha, je te présente Jason. Ah, bonjour Jason. Bonjour Alpha. La forme? Ouais, ça va. Je crois que c'était le deuxième à arriver, si je ne me trompe pas. Non, le troisième. Le deuxième, ah ouais. Je crois que c'était le deuxième, il te dit non, le deuxième. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ah, super. Allez, on a planté le décor tout à l'heure, Alpha, autour de cette thématique. Mais avant toute chose, il est important de comprendre concrètement l'origine de ce phénomène. Quelles sont, selon toi, les principales causes du chômage des jeunes dans notre environnement? On va aller de manière brute. C'est le gouvernement, dans tous les sens du terme. Faut être franc, quand quelque chose ne va pas dans un système précis, on est obligé de regarder la tête. Par exemple, ici, les entreprises qui sont associées au groupe Audace ne fonctionnent pas, la première personne sur laquelle on va tirer, c'est le promoteur, évidemment. Ça voudrait dire que quelque part les choses ne sont pas bien faites. Ça voudrait dire quelque part peut-être le programme n'est pas tracé comme il faut. Ça voudrait dire peut-être quelque part les personnes qui ont été mises à certains points stratégiques ne font pas du bon travail. Donc soyons francs et soyons plutôt directs et bruts, c'est l'État. L'État, en tout cas, qui assure tout de même sa fonction en tant que formateur. On est très conscient que dans notre environnement, sur l'échelle continentale, on fait partie, du moins, d'une jeunesse qui est extrêmement bien formée sous le prisme de l'éducation. Tout de même, un constat demeure, Francine. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes devraient se motiver à trouver du travail. Voilà, parce qu'on ne va pas seulement rester sur le gouvernement, il faut bien batailler comme ça tout seul. On voit aujourd'hui des entrepreneurs qui se lèvent très tôt le matin pour aller au marché, etc. Exactement. Tout de même, on s'est posé une question. On s'est posé une question et peut-être Alpha pourra nous orienter en fonction de son raisonnement.
Alors Alpha, j'ai une question pour toi. Est-ce que le diplôme suffit encore pour trouver un emploi aujourd'hui? Le diplôme n'a jamais suffi pour trouver un emploi, en tout cas dans notre pays. Nous avons la chance d'être des génies dans notre pays, ça c'est une évidence. Quand un Camerounais est ailleurs qu'ici, il excelle dans tous les sens du terme. On a un, je crois en Italie, qui venait d'aller à la NASA, qui venait d'aller dans l'espace, un physicien hyper fort. On a... deux Camerounais, je crois, à la NASA. On en a des Camerounais qui donnent cours à Harvard et Oxford. On a des Camerounais dans toutes les disciplines. Quand ils sont à l'extérieur, ils excellent. Raison pour laquelle, soyons francs, nous sommes des génies quelque part. Si partout là où nous arrivons, nous sommes au top, ça voudrait dire que nous sommes des génies. Malheureusement, le génie n'a rien à voir avec le diplôme. Le diplôme, c'est une succession de choses qu'on acquiert, c'est pas le savoir-faire propre. Raison pour laquelle des personnes diplômées ont l'obligation quelque part de travailler en entreprise pendant quelques temps pour pouvoir vraiment prendre la chose. Et je vais prendre l'exemple sur nos parents qui étaient aux brasseries et tout ce qui va avec. Ils n'avaient même pas le CEP, mais quand la génération qui a suivi est venue avec le bac ou bien les diplômes supérieurs, ils ont été formés par eux et jusqu'à maintenant, certains n'ont même pas encore pu faire ce que eux ils ont fait. Donc le diplôme c'est bien, ça permet d'être instruit, ça permet d'avoir des connaissances tacites sur quelque chose de précis, mais c'est pas la chose même. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle le métier, entre parenthèses. Pour avoir le métier, forcément, il faut avoir l'opportunité d'emploi. Tu dis dans ton argumentation que commencer en tant qu'employé, c'est la base. Ça constitue le piédestal forcément pour bâtir une carrière. Le constat, en tout cas, il est également clair. Avant de passer la parole à Jason tout à l'heure, j'aimerais tout de même que Francine de nouveau prenne la parole afin de te poser cette question. Partons toujours d'un constat. La difficulté finalement à avoir même un emploi dans les entreprises sur le plan local. Alors pourquoi tant de jeunes diplômés au Cameroun se retrouvent-ils à vendre des crédits téléphoniques ou conduire des mototaxis aujourd'hui? Je crois que c'est un journal, si je ne me trompe pas, Éco Matin, qui a fait un recensement l'année passée et qui nous a fait comprendre qu'il y a environ 74% de Camerounais aptes à travailler qui sont au chômage. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur 100 Camerounais qui sont diplômés, qui ont l'intellect et tout ce qui va avec pour pouvoir travailler, il y en a 80 qui ne travaillent pas. Est-ce que vous arrivez à imaginer le pourcentage de personnes? Ça signifie simplement qu'il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez, d'entreprises, on va dire ça de manière globale, il n'y a pas assez d'entreprises pour les recruter. C'est pas que le jeune ne veut pas travailler, au contraire, si on dit qu'il est apte à travailler, ça signifie qu'il a tout pour travailler. Maintenant, il ne trouve pas de travail juste parce qu'il n'y en a pas. Et là, c'est la faute quelque part du gouvernement, soyons francs. D'accord. Et qu'est-ce que toi tu peux conseiller à tes frères à la maison par rapport à cela? On parlera dans tous les cas des conseils tout à l'heure, parce que je te sais grand conseiller. Avant cela, il est important de dire que le phénomène que tu présentes, malheureusement, impacte énormément d'activités, n'est-ce pas Jason? Ouais, surtout le secteur d'activité qui sont les plus touchés ici au Cameroun. Et j'aimerais te poser la question à savoir quels sont les secteurs d'activité les plus touchés par le chômage des jeunes? Les secteurs d'activité les plus touchés, globalement, je pense tous. On a, d'après moi, c'est mon avis personnel, on a un mauvais système éducatif dans notre pays. Notre système éducatif, il est basé sur la diplômite. Permettez-moi le mot, la diplômite, d'après un de mes enseignants, c'était le fait de pousser les jeunes à avoir beaucoup de diplômes. Nous sommes ancrés sur le système néocolonial qui, à la base, avait été créé pour fabriquer des administrateurs. Quand le colon a décidé de faire l'école comme nous connaissons maintenant, c'était pour pouvoir créer des administrateurs qui seront là pour rendre compte. Le Cameroun était sous protectorat. Par conséquent, le Cameroun appartenait à certaines personnes et ils voulaient mettre certains Camerounais à certains postes pour pouvoir quelque part les utiliser. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous développer avec ça. Nous voyons concrètement jusqu'en terminale, nous faisons beaucoup de matières. Moi qui ai
fait terminal C, nous avons beaucoup de matières qui, quelque part, moi, ne m'aidaient pas. Moi qui étais fan de sciences, il y a des matières que, franchement, ça ne m'aidait pas. Et quand je suis arrivé jusqu'en 5e année, j'avais 32 UV. 32 UV, c'est franchement quelque chose de ouf. Et tu dois valider les 32 UV. Je pense que c'est un système qui n'est vraiment pas positif. Pourtant, quand on fait un parallèle sur le système anglophone, on voit qu'à partir d'une certaine classe, on commence à les diriger. Raison pour laquelle, par chance, les anglophones, ils sont beaucoup plus intégrés, beaucoup mieux intégrés. Et quand on voyage et qu'on va dans d'autres pays, on se rend compte qu'on découvre le talent ou bien ce pourquoi les jeunes sont faits à partir d'un certain âge. Et on commence à les calibrer là-bas. En Chine, par exemple, l'enfant, il n'a pas 13 ans, qu'on sait déjà là où il va finir et ce qu'il fera. Ici, on n'a même pas de conseiller d'orientation. Ce qui fait que c'est en terminale que papa dit moi, j'ai entendu à l'université qu'il y a une filière là où il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est Sciences Éco. Tu vas un peu aller regarder. Toi-même, tu sais pas. T'arrives, vous êtes 3000 à l'amphi, t'écoutes même pas le professeur et ça te décourage. On a un système éducatif qui est très mal passé et ça ne nous aide absolument pas. Raison pour laquelle, pour répondre à ta question, tous les secteurs sont touchés parce que on n'est pas hyper bien formé pour ça et on n'a pas de suivi aussi. Tu as parlé de formation tu as utilisé le terme formation 6 fois dans ton argumentation. Abordons même juste cette question. Peut-être beaucoup plus, mais je me suis arrêté à 6. Parce que le reste de fois, peut-être j'étais déconcentré par autre chose. Abordons peut-être ce prisme-là. Parlons peut-être de la formation académique et même professionnelle. Vous faites bien de parler du système éducatif, parce que là, ça m'amène à te poser la question comment la formation académique et professionnelle prépare-t-elle les jeunes au marché de l'emploi? Nous remarquons que maintenant notre pays, entre parenthèses, pilule de centres de formation. Permettez-moi d'appeler ça centre de formation, bien école de formation. Et c'est normal parce que au moins là, on apprend un travail précis sur quelque chose, je vais dire qu'on touche du point. Ce qui fait qu'arrivant en entreprise, on a déjà une vision précise, on a une certaine lassitude, on a une certaine compréhension qui est meilleure que celui qui a touché la chose de manière panoramique. C'est bien d'avoir ces écoles de formation. Malheureusement, il faudrait qu'à la sortie, ces étudiants quelque peu puissent trouver quelque chose à faire, puissent trouver un travail. Tu ne vas pas faire une école de formation, par exemple, si je prends votre collège digital, je suis sûr que vous n'êtes pas à moins d'1 million par année. Bon, c'est pas la question tout de même. Par exemple, vous n'êtes pas à moins d'1 million par année. Vous allez finir ingénieur 5 ans, ça fait minimum 5 millions. Je ne parle pas de dépenses à côté, que ce soit les chambres que vous prenez, que ce soit le déplacement, que ce soit ce que vous allez manger chaque jour, que ce soit ce que vous allez aussi un peu vous amuser avec. Et à la sortie de ça, il faudrait bien que vous soyez productif pour papa et maman qui s'est quelque part coupé un bras pour vous envoyer là-bas. Donc il faudrait que l'État mette tout en œuvre pour que des personnes bien formées puissent au sortir de leur formation soit s'auto-employer, soit trouver du travail. L'État, mais sauf que même dans l'environnement privé, est-ce que ce n'est pas également une sorte de responsabilité de l'établissement privé d'orienter justement ces étudiants vers des débouchés concrets? Est-ce que l'État a tout à voir dans toute chose finalement? Ce qui est bien avec les écoles de formation par exemple, c'est que ces écoles, comme on dit, ils forment sur quelque chose de précis. Maintenant, après vous avoir formé, ils peuvent vous conseiller, mais très peu sont des écoles qui ont des partenariats avec des entreprises qui permettent à certaines entreprises de venir piquer déjà à l'école 2-3 personnes pour pouvoir les former, raison pour laquelle nous allons toujours mettre l'accent sur l'État qui doit créer des emplois parce qu'il y a la possibilité d'en créer. Le Camerounais est tellement génie, le Camerounais est tellement inventif et on a tellement d'argent en banque qui dorment et ne foutent absolument rien qu'on peut prendre ce risque d'aider les jeunes pour pouvoir s'auto-employer. Une chose est claire, c'est que la précarité de l'emploi est un phénomène observable et palpable dans notre environnement et qui induit à énormément de conséquences. Francine. Des conséquences qui pourraient avoir des impacts sociaux,
psychologique et économique sur les jeunes. Alors, quels sont ces impacts-là pour toi? Je vais prendre un cas simple. Moi, bon, je vais pas prendre mon cas précis, ça serait peut-être mal placé. Prenons un étudiant qui a eu son bac, il est sorti major de sa promotion, 5e année, il sort, il est ingénieur, major de sa promotion, il connaît exactement ce qu'il est censé faire, il a tout appris et puis il est prêt à l'emploi. Il a dépensé, prenons au bas mot, 3 millions pour finir sa formation et tout ce qu'il va avec. Et maintenant, il faudrait qu'il puisse trouver quelque chose. Il pose des demandes d'emploi dans plus de 500 entreprises. Personne ne le prend. On lui demande. Généralement, ils ont ce... Il dormait sans réveiller, d'accord. Généralement, les entreprises ont ce truc qu'ils demandent expérience professionnelle. Comment demander à tout le monde de l'expérience professionnelle? On commence où? S'il faut absolument avoir de l'expérience professionnelle pour débuter quelque part. Il dépose plus de 500 demandes d'emploi et tout. Il n'en trouve pas. Il va se rabattre sur quelque chose d'autre. Prenons par exemple ce qui est plus accessible dans notre pays, la moto. Tu vas prendre un motard qui va te prendre, je sais pas, de Bonapriso, même comme les motards arrivent à Bonapriso, à peut-être chez le Newbel, il va t'expliquer la physique quantique. Est-ce que tu vois le truc? Tu vois un motard qui est à tout point, s'y connaît en physique quantique, mais qui ne peut pas s'exprimer. Quelque part, il aura, de manière psychologique, il sera un peu affecté, et d'autre part, on est d'accord que ça serait un point négatif. Il aurait peut-être préféré, s'il savait, je vais dire, ne pas dépenser autant d'argent sur ses études et peut-être se lancer dans un commerce qui aurait peut-être débouché à quelque chose de plus positif. Alors, parlons du commerce. Pour toi, est-ce que créer une entreprise autant pour moi et chercher un boulot, qu'est-ce qui est l'idéal entre les deux pour un jeune Camerounais? Créer une entreprise, c'est le summum. C'est quelque chose de super doux. Et mon expérience en moi particulièrement, j'en ai créé une à l'Aubé. Malheureusement, à cause de la guerre, ça a été coupé quelque peu. Et on en a parlé aussi quand je faisais la ligne de bas, et j'ai aussi créé une petite entreprise de vente de téléphones, matériel informatique. Et malheureusement, à cause de Corona et à cause de certains petits problèmes de l'État. Si je comprends bien, ce sont tes entreprises qui créent des problèmes en réalité. Chaque fois que tu crées, il y a un problème. Malheureusement. Honnêtement, il faudra arrêter d'en créer en fait. Ouais, c'est pour ça que je me suis calmé un peu. Raison pour laquelle c'est quelque chose de super bien, de super intéressant, parce que ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à, je vais dire, avoir la vie d'une autre facette. Chaque matin, tu te lèves pour pouvoir créer. Chaque matin, tu te lèves parce que tu as 2-3 personnes à qui tu dois donner un salaire à la fin du mois. Et quand ça marche bien, franchement, c'est génial. On croit que le fait de créer notre entreprise nous rend beaucoup plus indépendants, que bon voilà, on va pouvoir manager notre temps comme on veut et tout ce qui va avec. C'est le contraire. Être entrepreneur, c'est ne pas avoir de temps. C'est vivre seulement pour son entreprise. C'est quelque chose de franchement génial et je conseillerais tout le monde de le faire. Malheureusement, on n'est pas accompagné. Je vais prendre le cas de l'Afrique du Sud à côté, là où dès qu'un étudiant vient dans une banque avec ne serait-ce qu'une idée qui pourrait rapporter 1 centime en plus à la banque, on lui donne tout un palais de personnes qui va l'accompagner pour pouvoir créer son entreprise et s'auto-employer. Ici, là, c'est pas le cas. Quand tu viens pour demander un prêt à une banque, après avoir vu la faisabilité, les intérêts qu'on va te donner sur le prêt sont invivables. Et je vais te prendre une entreprise X qui, après avoir accepté de m'accorder un prêt d'environ 150 millions, me fait comprendre que bon voilà, sur les 150 millions, on va te donner 100 millions. Tu comprends pas. On te dit oui, on va... C'est écrit qu'on va te donner 150 millions, mais on te donne 100 millions. Les 50 millions
partout. Tu ne peux pas savoir. Et c'est toi qui vas rembourser ces 50 millions avec des intérêts de malade. Ça chasse tout jeune et ça ne permet absolument pas l'auto-emploi. C'est des choses qui doivent absolument changer et on doit mettre l'œil dessus. Et prendre finalement l'exemple sur l'Afrique du Sud donnerait justement de penser que l'herbe est plus verte ailleurs et le sempiternel problème de migration verrait le jour finalement. D'accord. Alpha, vous êtes d'accord avec moi que durant un certain temps, nous avons des migrations constantes? En fait, des jeunes qui préfèrent se chercher ailleurs. Ils préfèrent même aller mourir au désert. Alors, j'aimerais savoir en quoi la précarité de l'emploi favorise-t-elle la migration clandestine ou l'exode rural? L'homme, par nature, est toujours en train d'aller là où il trouve son bonheur. Ça, c'est le fondement même de l'humanité. Les Européens se sont déplacés vers l'Afrique quand il y avait une certaine crise, là où ils ont trouvé leur Eldorado. L'Égypte antique, quand était à son apogée, passait le temps avancé. L'Empire ottoman passait le temps avancé. C'est la nature même de l'homme. Se déplacer pour aller vers là où il va trouver son bonheur. On ne peut pas critiquer un jeune qui n'arrive pas à trouver des moyens de s'en sortir malgré son talent, son intelligence et sa détermination d'aller regarder là où ça pourrait être mieux ailleurs. La simple chose à faire, c'est d'aider ce jeune à comprendre qu'il y a peut-être mieux ici. Et c'est vrai que nous allons prendre notre pays en bauxite. Nous sommes au top. Nous avons un pétrole qui est tellement pur qu'il y a certaines raffineries qui ne peuvent pas le raffiner. Nous avons un sol qui est riche en tout, que ce soit en diamants, que ce soit en or, que ce soit en charbon. Nous avons une grande forêt, nous avons des intellects, nous avons presque, je vais dire, toutes les cultures, parce que quand on va du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a presque toutes les températures, ce qui fait qu'on a plus de 200 ethnies qui ont des cultures différentes, qui ont des intelligences différentes et tout ce qui va avec, on a tout. On a absolument tout dans notre pays pour être le meilleur pays d'Afrique. On l'a été, on l'a presque été à une certaine époque et c'est même incongru de voir certains pays être au-dessus de nous. On le peut vraiment ici. Ces personnes placées à certains postes se décident, le Cameroun va exploser. Alors on poursuit avec toi, Gabriel. Ouais, j'ai une question. Déjà, je pense dont je suis. Les jeunes méditer là-dessus. Ça pourrait vous aider. Waouh. Alors, il est intellectuel le mec. Non, à toi, très philosophique. Ça me rappelle le secondaire, ça. Oui, bien sûr. La vieille époque. C'est Michael Jackson qui a dit ça, n'est-ce pas? Avec la référence, quoi. Ah, mais c'est bien. Ça commence à venir, ça. C'est bien. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit là. J'aimerais savoir vas-y. comment le chômage des jeunes influence-t-il la stabilité sociale et politique au Cameroun? On le voit de manière tacite. Nous avons des guerres à gauche et à droite. Le Nozo, nous n'en parlons pas beaucoup malheureusement, mais ça bloque notre pays dans tous les sens du terme. Côté économique, nous sommes carrément en dessous. Côté social, nous avons tout un côté du pays qui est en guerre, disons-le de manière franche. Même faire des petits voyages pour aller en deuil et tout là-bas, c'est presque pas possible. Ça détruit carrément notre pays. Et le jeune qui, si il avait un peu plus, je vais dire quoi, si ma daronne, c'est ma maman qui aime dire qu'en fait la flemme est le pire mot. Et le pire, je vais dire, est la pire chose qui puisse arriver à un jeune. Parce que quand le jeune n'a rien à faire, il se tourne vers des choses négatives. Et ça, c'est évident. Le fait de toujours flemmer, de rester à la maison, te dirige vers la mauvaise compagnie, t'oblige quelque peu à faire des choses qui sont pas très sympas, parce qu'on est d'accord, si tu restes à la maison et que t'as pas de moyens financiers et qu'il y a, je sais pas, il y a quelle petite ici que tu dragues par exemple, elle est pas là? Non, elle est là. D'accord. Imagine-toi que attends, mais tu voulais donner son nom. Vas-y. Ça, c'est une révélation. On aimerait savoir qui c'est. Elle s'appelle Réussite. Ah, ok. Réussite. Félicitations, entre parenthèses. Il est en train de nous berner.
Imagine-toi que réussite, je sais pas, doit sortir samedi et puis il faudrait bien que tu trouves quelque chose à manger. Tu flemmes, t'as pas de moyen de te trouver un travail malgré ton effort et tout ce qui va avec. Tu vas aller piquer dans le sac de papa. Quand papa aura pas, tu vas piquer à côté. Et c'est tout ça qui va mener à quelque chose de négatif qui peut te transformer et tout ce qui va avec. C'est des petites choses qu'on ne voit pas qui malheureusement vont nous mener à la longue. Merci, pertinent. Alors, pertinent. tout à l'heure, on parlait de politique. Et pour revenir, est-ce que les jeunes Camerounais croient encore aux promesses des politiques en matière d'emploi? Et impossible de croire quand il n'y en a pas. C'est vraiment impossible de croire quand il n'y en a pas. Ceux qui y croient, et alors félicitations à eux, ils ont beaucoup de foi. Comme Moïse, ils auraient pu ouvrir la mer en deux. Ceux qui n'y croient pas, il ne faudrait pas aussi qu'ils perdent complètement espoir parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Par exemple, on est en train de mettre l'accent sur l'agriculture, ce qui devrait être fait depuis. Si nous prenons simplement le bus, on arrive à Yaoundé, on va voir qu'il y a tellement de terres praticables sur lesquelles on peut faire certaines choses. C'est pas que les terres sont vides, les terres appartiennent à certaines personnes, on est d'accord. Mais c'est des terres praticables sur lesquelles on peut faire des choses vraiment fantastiques. Nous allons prendre le cas du Gabon juste à côté. Ils vivent presque de notre nourriture. Il y a les Gabonais maintenant, ils arrivent carrément dans le pays, ils vont dans un champ qui n'est pas encore fait, ils demandent aux planteurs que bon voilà, ces hectares-là, quand ça produit généralement, ça te produit combien? Quand il lui dit, il paye en avance, hein, tout. Ce qui fait que dès que ça produit, il vient juste prendre. Vous voyez un peu comment c'est du manque à gagner pour le Cameroun, parce que le simple fait d'aller discuter avec la personne qui gère même à l'intérieur, le prix, il est diminué. Quelque chose, la douane, ils vont jongler comme ils savent jongler à la douane. Il va venir prendre ça pour rien du tout. Et je vous promets, quand vous arrivez au Gabon, si vous écoutez ne serait-ce que le prix de la tomate, vous y croirez pas. Vous y croirez pas du tout. C'est des petites choses contre lesquelles on doit lutter et qui nous permettra sûrement de pouvoir grow up. Fran, tu as posé la question tout à l'heure concernant les promesses des politiques en matière de l'emploi. J'aimerais bien revenir en te posant cette autre question. Quelles sont finalement les politiques publiques qui ont été mises en place jusqu'ici pour lutter contre le chômage des jeunes et avec quels résultats concrètement? Les politiques qui ont été mises en place, moi particulièrement, j'ai rien vu. Je sais qu'il y a eu... C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait d'emploi en fonction publique. Je ne sais plus trop quel était le nombre. Exactement. Il y a eu... Ces différents concours qui avaient été lancés entre parenthèses, ces concours là où tout le monde pose sa candidature, mais on ne connaît jamais celui qui a réussi, sinon ceux qui n'ont même pas posé leur candidature. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Et l'emploi, entre parenthèses, ceux qui ont même réussi à avoir cet emploi étaient payés au SMIC. Le SMIC camerounais, c'est 36 500. Tu t'imagines, tu te lèves chaque matin pour aller au ministère des Finances. Disons que tu habites à, je sais pas, pour ceux qui connaissent Yaoundé, tu habites à Biémassi. Tu dois arriver au ministère des Finances chaque matin pour 36 500 à la fin du mois. C'est pas vivable. Et on te donne ces 36 500 pendant plus d'un an. Ce qui n'est pas normal. Je suis certain que beaucoup même qui étaient ont trouvé autre chose à faire. Il y a rien de concret qui a été fait. Sinon le chômage ne serait pas en train de grandir encore. Ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, je ne suis pas économiste, il faudrait le rappeler. Je ne parle pas en tant que... Je n'ai pas de parole biblique. Ça, c'est ce que je vois de ce que je vis. En tout cas, ton avis personnel nous intéresse bien. Hein. Du coup, d'un point de vue strictement personnel, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du chômage? Est-ce que le chômage des jeunes aujourd'hui est un problème de volonté, de compétence ou simplement un problème de système? C'est un problème de système. C'est un problème de système. Pourquoi? Parce que chaque matin, quand moi, par exemple, je me lève, je quitte de Maképé, j'arrive ici, je vois avant 6 heures tous ces jeunes qui sont déjà à pied d'œuvre, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les boutiques. Les jeunes s'auto-emploient de ouf dans notre pays. Ça, il faut l'avouer. Même que ce soit nos jeunes motards et tout, je pense vraiment que le jeune, il a envie de travailler, il a besoin de travailler, il a la force pour le faire, il a l'intelligence pour le faire, mais il n'est pas accompagné. Il n'est absolument pas accompagné. Regardons presque toutes nos universités. Essayons de faire un parallèle avec les pays qui sont à côté. Intellectuellement, nous sommes au sommet. Intellectuellement, nous sommes hyper bons.
Et je le dis de manière humble, intellectuellement, nous sommes au sommet et nous pouvons faire encore mieux. Il faudrait juste qu'on donne la chance à ces jeunes de pouvoir s'exprimer et qu'on puisse les canaliser. Jason. Alors Alpha, comme vous l'avez si bien dit au début, vous avez parlé d'entrepreneur. Vous avez dit qu'un entrepreneur, c'est un génie en fait. C'est un génie. Et j'aimerais savoir comment encourager l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun. Sachant que nous avons peu de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et qui n'ont pas souvent cette force-là pour continuer. Il faudrait montrer à ces jeunes les bienfaits de l'entrepreneuriat et surtout les accompagner. Revenons par exemple dans un pays à côté comme la Guinée. En Guinée, un jeune va aller voir une banque et va lui dire bon voilà le titre foncier de ma maison. C'est à tel prix. Je voudrais pouvoir sur cette maison construire des appartements meublés. C'est un exemple simple. La banque à long terme est certaine qu'il y aura un rendement. Ça, c'est une évidence. La banque va complètement financer son projet entre parenthèses. Il va monter un petit truc immobilier et il va donner chaque mois en fonction, des loyers reçus, une partie à la banque et prendre une partie. C'est du gagnant-gagnant. À long terme, c'est du gagnant-gagnant. Ici au Cameroun, c'est presque impossible. Vous allez voir que la plupart des immeubles qui pilulent, soit c'est des personnes étrangères, soit c'est nos grands frères qui sont là-bas et qui ont décidé d'investir au pays. Il faudrait tout simplement qu'on puisse aider le jeune Camerounais à l'entrepreneuriat. L'aider, c'est faciliter d'abord. Faciliter dans l'accès à toutes les ressources, surtout les ressources financières, et aussi à l'accompagnement dans d'autres cieux. Quand un jeune veut entreprendre, on met toute une équipe derrière lui, parce qu'on sait qu'à long terme, on va récupérer, et souvent on récupère même beaucoup plus. Et ça ne coûte absolument rien à ces établissements financiers-là, ça ne coûte vraiment absolument rien. Juste d'accepter que le jeune peut s'auto-employer, s'auto-développer et lui donner tout pour le faire. Gabriel. Oui, parler de l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat dit responsabilité. Donc, les jeunes souhaiteraient être responsables. Du coup, ils sont obligés de passer par plusieurs chemins. Du coup, est-ce que le secteur informel peut être une solution ou un frein à l'emploi stable? Non, c'est une solution. C'est une solution quelque part. Tous les secteurs sont des solutions. Tant que tant que ça rapporte de manière... je ne vais pas dire de manière drastique, tant que ça rapporte quelque chose à l'entrepreneur, ça peut être une solution. En plus, nous sommes dans un pays là où pour faire les choses de manière formelle, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. On a des taxes, on a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, on a des obligations, on a des choses qu'on paye même qui sont supérieures à ce qu'on a investi. Bon, ce ne serait non plus un discours pour mobiliser les gens à se lancer exclusivement dans le secteur informel. On peut bien commencer quelque part et continuer. De toute façon, le secteur informel, quand ça va arriver à un certain niveau, quand ton chiffre d'affaires sera à un certain niveau, tu n'auras plus le choix. Sinon, tu vas aller en prison, évidemment. On sait tous que la prison, c'est pas facile du tout. Parlons de tout à fait autre chose. Quel est le rôle, quel rôle les entreprises privées ou même les organisations non gouvernementales et les partenaires internationaux, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer comme rôle dans la création d'emplois dans notre environnement? Les entreprises privées, je pense que ils en font déjà assez, vu les moyens qui sont à leur disposition. Le seul bémol qu'il y a souvent, c'est les rémunérations. Sachant que le travail est un peu compliqué, je pense qu'ils utilisent le jeune. Bon, ça fait partie du jeu aussi. Quelque part, on va pas les en vouloir de vouloir faire un peu plus de profit. D'accord. Mais normalement... Toi, étant dans une entreprise privée, en disant ça, t'as pas peur que quelqu'un t'écoute? On ne sait jamais. Bon, la vérité, c'est que dans notre entreprise privée, nous sommes tous bien, dans tous les sens du terme. Rappelle-toi que c'est lui qui crée les problèmes.
Nous sommes tous bien dans tous les sens du terme, raison pour laquelle personne n'a jamais décidé de se lever et partir. Les entreprises privées, quelque part, on va dire que c'est le jeu. On ne va pas les en vouloir de vouloir faire du profit, mais quelque part, il faudrait qu'ils donnent un peu à chaque jeune la possibilité de pouvoir grandir. Parce que sans eux, la jeunesse ne pourra pas grow up, et sans la jeunesse, le pays ne pourra absolument rien faire. Les entreprises publiques, de leur côté, c'est un peu plus compliqué. On avait une certaine époque là où il y avait des concours qu'on devait faire et puis c'était au mérite. Maintenant, on se rend compte, j'ai pas de preuves, hein. On se rend compte que c'est pas trop au mérite et tout, et ça fait fuir beaucoup de personnes. Tu n'as pas de preuves, alors on s'attarde pas là. Surtout pas. Quand on parle d'entreprise, on parle également de start-up. Et comment expliquer que les jeunes créent des start-up innovantes avec presque rien, pendant que d'autres restent bloqués malgré tout? Presque rien, c'est pas très vrai. Ça c'est pas très vrai, pourquoi? Parce que... Tu connais Claudel Noubissi? Attention, ne me fais pas me créer un ennemi. Je pose simplement une question. Le monsieur à qui on a demandé où passer l'argent, déjà, il n'a pas pu répondre. Désolé, c'est un monsieur qui, pour moi, a une très mauvaise influence. Permettez-moi de le dire. C'est un monsieur qui a une très mauvaise influence. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité, et à nos jeunes, il faut dire la vérité. Il ne faudrait pas tomber dans ce jeu d'influenceurs de 800 000 idées par seconde. Que je sais pas d'où ça vient, et à la fin tu vois tous les problèmes qu'il a. Il est poursuivi en justice pour ça, il risque la prison pour ci et tout ce qui va avec. Il a créé tout un monde autour de lui qui malheureusement certains jeunes ont voulu suivre. Faudrait surtout pas s'attarder sur ça. Tout de même, le sens de la question de Francine, le presque rien ne signifie non plus rien du tout, mais il est important de s'orienter beaucoup plus sur le fait que certains restent bloqués malgré tout. Qu'est-ce qui bloque finalement? Est-ce que ces jeunes-là s'intéressent à des secteurs qui ne sont malheureusement pas porteurs? Est-ce qu'un problème d'orientation? Est-ce un problème de maîtrise concrète du terrain? Quel est le souci concret? Mais il n'y a aucun secteur qui n'est pas porteur. Je pense que même ceux qui vendent les arachides en gros nous l'ont montré. Il n'y a aucun secteur qui n'est pas porteur. Ça dépend de ton génie, ça dépend de ta capacité de t'adapter au milieu, entre parenthèses. Je pense plus que c'est la non-maîtrise de la chose. La plupart de nos entreprises, même pas juste les jeunes, la plupart des entreprises dans le monde ont une durée de vie qui est d'environ 4 ans. Quand une entreprise a traversé 4 ans, elle devient presque immortelle, hein, entre parenthèses. Mais les 4 premières années d'une entreprise, c'est la chose primordiale. Et c'est pas juste les jeunes qui sont confrontés, c'est tous les entrepreneurs. Il faudrait absolument faire l'étude de projet complet, savoir là où on va et savoir là où poser ses points. Et surtout, ne jamais oublier d'aller vers ceux qui ont déjà réussi dans d'autres secteurs. La sagesse, c'est le summum dans tout. Celui qui a déjà réussi dans le secteur dans lequel tu te développes, et la personne a même de te dire quoi faire, comment faire, les pièges auxquels tu seras confronté et ce que tu ne devrais pas faire. Je pense qu'il faudrait jamais oublier ça. Allez, 3 questions finalement pour refermer notre entretien. On va commencer par toi, Jason. Bon, Alpha, merci cette intervention. J'aimerais savoir comment réformer le système éducatif pour mieux l'adapter aux besoins du marché. Bon, la vérité, c'est que je ne peux pas donner une idée précise dessus, je ne m'y connais pas. Mais je vais donner mon appréciation dessus. Je suis de ceux qui pensent que le Cameroun devrait prendre exemple sur des pays qui ont eu les mêmes problèmes que nous et ont pu se développer. Je pense à la Chine, je pense à la Corée du Nord, pour ne citer que cela. Ces pays ont été dans le même mode que nous. Ils ont eu les mêmes problèmes que nous, sinon pire. Il y a une époque, je me rappelle quand j'étais tout petit, nous envoyions la nourriture à la Chine quelque part. Et maintenant la Chine est, au risque de me tromper, la 2e puissance mondiale, si ce n'est la première. Comment ont-ils fait pour arriver là? Faudrait qu'on se pose cette question.
qu'est-ce qu'ils ont réformé? Je ne vais pas parler de Mao Tse-tung qui avait créé la plus grande pénurie, la plus grande famine à une époque, mais après lui, comment ils ont fait pour en arriver là? Faudrait absolument qu'on aille copier ce style, parce que ce style est pareil que le nôtre. Ils ont des tonnes d'ethnies, ils ont des tonnes de religions, ils sont comme nous, entre parenthèses. Et si on essaye de copier, je pense que ça serait la meilleure des choses. Ça serait la meilleure des choses à faire. Allez, 2 questions. Commençons par Francine. Alors, qu'est-ce qui décourage le plus les jeunes Camerounais aujourd'hui? Le chômage ou l'absence de perspective? Les deux. C'est difficile parce que... Pourquoi les deux? Parce que l'absence de perspective, d'abord, c'est généralement à la fin de quelque chose et on pense pouvoir arriver quelque part, mais quand on arrive, on voit qu'il n'y a absolument rien. Ou on pense, où on n'a absolument pas les armes pour arriver là où on voudrait arriver. Je vais parler de manière principale des conseillers d'orientation qu'on n'a pas. Ce qui fait que généralement c'est un terminal, ou bien même pour des personnes qui sont un peu plus éveillées en seconde, qui commencent à se demander pourquoi je vais faire C au lieu de faire A. C'est pas juste l'école qui va dire que bon voilà, t'étais fort en maths, alors on va faire C. Pour des personnes un peu plus éveillées, ils vont se poser ça. Pour des personnes qui ont la chance dans leur collège et tout d'avoir des conseillers d'orientation, on va leur dire pourquoi, et quelque part, ça va leur donner une certaine perspective. Et maintenant, même si tu as cette perspective-là et que devant, il n'y a pas d'emploi, c'est encore compliqué. C'est encore grave. Les deux sont plutôt assez difficiles et il faudrait vraiment qu'on y repense. Allez, Gabriel, pour refermer. Ok, pour refermer, les jeunes, soyez très attentifs. Alors, déjà, Michael Jackson a dit ceci: les idées sont comme des particules dans l'air. C'est-à-dire que dès que tu arrives à en choper une, il faut t'en servir, sinon tu la perds et elle se retrouve chez quelqu'un d'autre. Il était physicien déjà, Michael Jackson? Non, mais c'est plus spirituel. C'est pour ça qu'il a été à ce niveau. Tu vois, tu vois, il y a des personnes qui nous ont fait croire que le hip-hop, c'était pas des vers, c'était pas des sages, c'était pas des... pourtant, Michael Jackson, c'est un poète, on va dire. Il faisait du hip-hop aussi? Bien sûr. Ah bon? Il faisait de la pop, il faisait du hip-hop. On parle du même Michael Jackson. Michael Jackson, il voit rien. Ah ouais, moi je croyais que tu parlais du Cameroun. Non, mais il est originaire de la Côte d'Ivoire, frère. Et du Cameroun aussi. Alors, on va se laisser ce mensonge quand même sortir. Il était originaire de la tribu Mandingue, une tribu qu'on retrouve à la fois en Côte d'Ivoire et au Ghana. Maintenant, selon son arbre généalogique, il serait originaire, il est même allé en Côte d'Ivoire durant sa vie. Donc c'est une parenthèse que je referme concernant Michael Jackson et ses origines. Maintenant, la question pour terminer. Ok, par rapport à ça justement, selon toi, quelle est la place du numérique et les nouvelles technologies dans l'insertion professionnelle des jeunes Camerounais? On doit saisir ces opportunités-là. C'est quelque chose qui est entre parenthèses nouveau, parce qu'on va dire nouveau peut-être pour un secteur, pour nous en Afrique subsaharienne plus, mais c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est des opportunités à saisir. Je vais prendre toujours exemple sur ces pays qui me fascinent. J'ai la Chine, la Corée et la Corée du Nord par exemple. Ils ont pris ces nouvelles technologies et ils en ont fait quelque chose d'extra. Grâce à ça, ils se sont développés de manière fulgurante et faudrait vraiment qu'on essaye de prendre exemple sur ça. Il y a tellement de possibilités, pour moi qui suis informaticien, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de visions dans la chose, que si on arrive à s'accaparer de ça, je pense que le jeune Camerounais n'aura rien envie à personne. Eh bien, les jeunes Camerounais devraient également pousser à la fois la curiosité. Ça passe par assister à des séminaires, des conférences et naturellement visiter les sites d'offres d'emploi
Et naturellement, lorsqu'ils se permettent d'avoir la chance d'assister à des productions où on évoque la thématique, eh bien, c'est se concentrer. Parce que tout comme dans ce studio où parfois, lorsqu'on en parle, il y en a qui sont plongés dans leur téléphone. C'est également cela l'univers, malheureusement, aujourd'hui, où on passe à côté d'une opportunité simplement parce qu'on a le nez plongé dans une réalité plus ou moins parallèle. Merci énormément, Alpha, d'avoir accepté notre invitation. Ah, ce fut un plaisir. En plus, avec tes nouveaux journalistes, là. Non, c'est pas moi. Je te promets que moi, je suis stagiaire. C'est lui le stagiaire. Ah ouais, mais franchement, vous êtes top. Merci encore. Merci à toi. Merci à vous, Alpha. Est-ce que je peux faire la conclusion, chers collègues? Non, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci en tout cas une fois de plus, Alpha. Aujourd'hui, on parlait du chômage des jeunes. On analysait les solutions pour lutter contre la précarité de l'emploi au Cameroun. Avec moi dans ce studio, Francine, merci énormément d'avoir été là. Merci, Servet. On passe également le salam à Gabriel. Merci énormément, Gabriel. Merci, Servet. Tu apprends très vite. Merci beaucoup. Sans oublier notre politicien maison, Jason Henry. Merci beaucoup, Jason. Merci, Servet. C'était extra. Tu vois sa voix? Il a la voix des menteurs, tu vois. Il te parle avec cette voix, il te dit... j'ai failli oublier le public, tu vois. C'est à la fin de l'émission qu'ils se réveillent. C'est pour ça qu'ils ont applaudi, tu les as pas remerciés. Ils ont applaudi très fort. Depuis, ils passent le temps à taper les mains, ça fait mal. Hein. Non, mais merci énormément au public, merci d'être venu. On est ensemble, n'est-ce pas? Ici chez nous, on dit on est ensemble. On est ensemble. On poursuit, mesdames, messieurs, en musique. Franck Mouna était à la mise en onde, c'est donc la fin de cette édition spéciale. On est ensemble.